C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le principe de l'émission, scindée en deux parties. La première sera consacrée à ces nouveaux métiers, si on peut les appeler ainsi, des métiers liés à la voix. On parle de maître de cérémonie, on parle de voix off ou encore de doublage. Qu'en est-il réellement de ces métiers liés à la voix ? Est-ce qu'aujourd'hui la voix est considérée comme un outil de travail? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, en lien avec évidemment la première, nous allons parler du montage vidéo. Comment aujourd'hui réaliser un excellent, voire un magnifique montage vidéo? Nos experts en tout cas sur ce plateau nous en diront un peu plus. Et pour décortiquer ces deux thématiques avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yvan. Vous êtes maître de cérémonie, en tout cas vous êtes dans le domaine de la voix. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Monsieur Régis d'avoir eu à m'inviter ce matin. Merci encore aussi à ce merveilleux média. Nous allons continuer évidemment cette phase de présentation avec notre ami Chris Baker. Vous êtes dans le domaine de la communication. Vous êtes également à la tête d'une plateforme qui valorise en tout cas l'information, le petit journal du web. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Sans oublier que vous avez plusieurs cordes à votre arc, au arc aussi parce que vous êtes réalisateur, monteur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Bonjour Régis, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation sur votre plateau. Et on termine avec un habitué de ce plateau Génération News, un Donatien, évidemment, juriste de formation. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation des médias. C'est toujours un plaisir. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la voix. En général, le compliment qu'on a, c'est souvent lié à cette partie-là, à cet aspect de notre corps. On nous dit souvent qu'on a une très belle voix. Yvan, vous êtes dans le domaine de maître de cérémonie. Vous travaillez avec votre voix. À quel moment vous vous êtes rendu compte que cette voix était un outil de travail pour vous? Alors, déjà, il faut le dire que la voix, ça a été naturel d'abord chez moi. J'ai aimé on va dire, cette pratique de parler devant les gens. Et j'avais simplement des retours des gens qui me disaient que bof, on aime ta voix, on aime ta manière de parler, sinon ta prestance sur scène. Et c'est de là que tout est parti, voilà. Dans des petites cérémonies où je voulais toujours me démarquer en parlant. Et voici, je suis arrivé aujourd'hui sur des grands podiums et voilà. Est-ce que quelque part tu l'as un petit peu travaillé cette voix? Je veux dire, est-ce que tu te dis, d'accord, j'ai une base vocale, elle est là. Est-ce que je dois la travailler un peu plus? Si oui, comment tu t'en es pris? Comment tu es arrivé à travailler cette voix? Oui, c'est arrivé. Nous sommes à l'ère du numérique, donc pour ne pas négliger cela, je me suis dit, si je ne peux pas me former directement ou si je n'ai pas les moyens de le faire, j'ai commencé à regarder sur YouTube, un peu par-ci, des personnes déjà avancées qui donnent des cours. Et c'est de là que tout est parti. À chaque fois, j'essaie toujours de regarder, de m'informer sur le domaine. Et ça apporte beaucoup plus en moi, surtout sur la gestuelle, la maîtrise de la voix. Ouais. Et voilà. Le débit, la respiration, l'addiction, gérer sa voix, voilà. Ouais. Merci, c'est ça. D'accord. Alors, Chris Baker, je l'ai dit, tu es réalisateur, monteur. Évidemment que toi, des voix, tu en as besoin. Comment tu fais justement pour identifier ces voix-là? Est-ce que c'est important pour toi, dans ton travail, de travailler avec une voix off? Alors, Monsieur Régis, dire aujourd'hui déjà que la voix n'est pas importante, c'est se déconnecter complètement de la réalité. Vous-même, vous savez, dans la genèse de l'histoire, tout est fait par la voix et tout n'est que son. Ouais. Ce n'est qu'à partir de là qu'on passe à la matérialisation de tout. Donc, dans le domaine où je me suis lancé aujourd'hui, la voix est un élément, alors là, capital, indispensable. Un élément auquel on ne peut s'en passer. Alors, comment je fais pour utiliser cette voix? Personnellement, je me suis dit qu'il faut laisser à chacun la possibilité de s'exprimer dans son domaine. C'est vrai que je me suis improvisé, j'aime bien le dire, dans le monde du média, du montage, de la réalisation, parce qu'à la base, il faut quand même le souligner,
j'ai une formation comme mon frère ici à côté de moi, des juristes, des juristes et de politiciens. Ouais. Mais après, quand j'ai vu le besoin aujourd'hui de la communication sur le terrain, je me suis intéressé, je me suis lancé et aujourd'hui, j'arrive à répondre en tant que communicant, en tant que réalisateur. Réalisateur, monteur, tu l'as souligné également. Revenons un petit peu sur la voix. Je veux dire, est-ce que tu choisis une voix en fonction d'un événement, en fonction d'une vidéo que tu dois monter, ou bien tu te dis, écoute, cette voix, je la prends tout simplement, ou bien tu te dis, cette vidéo, je vois bien la voix de Yvan ou la voix de quelqu'un d'autre sur cette vidéo, et personne d'autre à part Yvan et peut-être Donatien. Alors là, le choix, il est primordial. Parce qu'il faut déjà le souligner, chaque élément vidéo a une voix qui correspond. Je vais prendre un exemple tout bête. On va aller dans le cadre de spot publicitaire. Mais spot publicitaire n'aura pas le même impact sinon qu'un reportage. Ouais. Vous voyez un reportage TV, de journal et autres, ce sera une autre narration que celle-là qu'on va faire dans un spot publicitaire. Dans un spot publicitaire, on aura besoin d'une voix un peu plus suave, un peu plus rythmée, un peu plus dense avec tous les jeux de mots qu'il faut, alors que dans un reportage c'est un peu plus posé, c'est un peu plus posé, c'est une narration un peu plus normale. Donc vous comprenez qu'à partir de cet instant, le choix de la voix s'impose systématiquement. Donatien, toi, tu es de l'autre côté en tant que consommateur, tout simplement, de tous les produits qui vont être, on va dire, distribués par nos amis Yvan et Chris Baker. Comment tu apprécies justement, toi, une voix? Est-ce que tu te laisses attirer par une publicité, par exemple, en fonction de cette voix? Effectivement, en fait, par rapport à la publicité, de manière générale, en fait, je pense que la voix a ce rôle important là. Et déjà, quelqu'un peut apprécier une chose par la voix. Dans le sens de le côté attractif. Je vous prends par exemple, moi par exemple, je ne suis pas très football, je ne suis pas très foot, mais il y a des matchs que je regarde à cause de certains commentateurs. Ouais. C'est-à-dire que la voix de ces commentateurs-là fait en sorte que vous avez directement le désir de regarder. Ça c'est clair, il y a déjà un commentateur français qu'on apprécie tous, Grégoire Margoton, qui lui, effectivement, même un match de quartier, s'il commente, il te donne tout de suite envie de regarder ce match. Pour parler de lui, pour ceux qui sont férus des consoles, Pro Evolution par exemple, c'est sa voix qu'on a mis en bac. Exactement. C'est sa voix qui parle en boucle et tout. Donc vous voyez que la voix, en fait, c'est un élément nécessaire. Très très important, que ce soit dans la publicité ou dans tous les autres secteurs, la voix a vraiment son rôle à jouer. Yvan? C'est très intéressant ce qu'il disait, en disant qu'une voix peut captiver le monde. Aujourd'hui, et bien avant que de revenir, Chris Baker disait quelque chose d'intéressant. Selon le milieu, par exemple, dans notre monde aussi de maître de cérémonie, selon le milieu, on est capable d'adapter un style de voix particulier. Voilà. Je peux être devant un public où vraiment on nécessite... Non, si c'est un événement solennel, évidemment que ta voix aussi va être... Donc, selon le milieu, on ne parle pas de la même manière. Donc ça dépend du public, ça dépend du besoin du public aussi. Parce que c'est ça la voix, parce que ce que tu sors de toi doit être agréable à ceux qui écoutent. Donc il faut connaître aussi le public qui est avec toi. C'est pourquoi quand on parle aussi de voix, il faut s'étendre. Pourquoi rester seulement sur les maîtres de cérémonie ou voix off? Parce que... Déjà, la voix comme outil de travail, ça s'étend beaucoup plus loin. Il y a d'autres secteurs d'activité. C'est ce qu'on appelle les métiers liés à la voix. Les enseignants, par exemple, des juristes qui ne sont pas que des consommateurs. On peut avoir un avocat qui excelle aussi dans le domaine de la voix. C'est un outil pour lui de défendre, par exemple, un client. Il doit savoir bien parler, bien ressortir les mots. C'est ça le domaine de la voix. Donc, vous voyez que ces différentes personnes ont une qualité... des qualités différentes sur le terrain. Ils ne parlent pas de la même manière, mais ce qui ressort dans l'ensemble, c'est que tous parlent afin que ce soit agréable à ceux qui écoutent, pour captiver. Donc il y a l'aspect de captiver le public. Donc c'est un peu ça pour revenir. Et je félicite beaucoup mon présentateur. Mon présentateur de foot, parce que je l'aime bien aussi, Grégoire Margoton. Voilà. Il a une très belle voix, une très belle manière de poser les mots, sinon il captive tout de suite quand on suit. Et c'est ça dans le domaine de la vidéo aussi, parce que je fais un peu aussi dans le montage. Ce qu'on veut souvent ressortir,
c'est que les premières minutes, ce qui ressort, doivent arriver à captiver le public afin que les gens arrivent à on va dire quoi, à regarder jusqu'au bout ce que tu veux donner. Oui, parce que parce que c'est là le problème qu'on a souvent aussi avec. C'est bien d'avoir un petit peu détaché quand on parle de la voix, évidemment, d'aller dans d'autres secteurs d'activité, parce que comme l'a dit, oui, la voix, ça reste un outil de travail. Même pour le médecin aussi, il a besoin de savoir bien communiquer, parce que si tu es médecin et que tu écris comme tu parles, parce que nos médecins aussi, on est d'accord, les ordonnances, on a parfois du mal un peu à voir ce qu'ils écrivent, c'est assez compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la voix, ça reste un outil de travail. Mais revenons un petit peu dans le domaine du digital, de la communication. Il y a beaucoup de dérivés aujourd'hui, des métiers liés à cette voix. On a parlé tout à l'heure de la publicité, des voix off. Il y a des maîtres de cérémonie. Il y a le doublage aussi. Il y en a qui prêtent leur voix le temps d'un film ou bien d'une série. Il y a également des métiers qui sont liés à des annonces. On parle des aéroports, par exemple, et évidemment, et dans d'autres secteurs, à la gare et tout le reste. Chris Becker, quelle analyse fais-tu aujourd'hui, quelle appréciation fais-tu de tous ces métiers qui sont liés aujourd'hui à la voix? On a parlé de la publicité, on a parlé du doublage, par exemple. Alors, l'analyse que je veux commencer à faire, c'est déjà commencer à dire que le monde est très en retard même par rapport à la considération de l'importance de la voix. Je suis d'accord. Et pourquoi je suis d'accord avec toi? Parce qu'un pays comme l'Afrique du Sud a des écoles, une école de formation en voix. C'est-à-dire que si tu veux faire de ton métier la voix off, comme c'est le cas de notre ami Yvan, on va y revenir de toutes les façons un petit peu sur ton activité. Si tu veux vraiment te consacrer dans le domaine de la voix, une école qui forme. Désolé de t'interrompre, c'était juste pour compléter ce que tu disais. Ouais, un complément qui est d'ailleurs très essentiel. Donc, j'étais en train de dire que le monde aujourd'hui est très en retard parce qu'en principe, la voix devrait être même cette première chose par excellence que l'on devrait considérer. Et un penseur pouvait dire que la voix n'est que la trahison de la pensée. C'est-à-dire tout ce que nous pensons, tout ce que nous essayons de concevoir dans le secret et tout. Mais qu'est-ce qui fait pour que cela vienne en exergue, en lumière? C'est la voix. Il faut utiliser sa voix pour pouvoir étaler ce que nous avons. Et à cela s'accompagne maintenant l'importance des écoles qu'on venait de souligner. C'est du fait maintenant que là-bas, on va vous apprendre un peu quelques techniques par rapport au domaine précis. Parce que c'est bien, nous tous nous parlons, mais il faut maintenant savoir contextualiser la parole. Je vais parler dans quel contexte, je veux captiver quel genre de public. Et pour ça, il faut que ça soit une voix orientée, une voix animée et qui va dans un sens que l'on veut l'amener. Je vais prendre un exemple. Récemment, j'avais été sollicité au niveau de ma petite structure pour couvrir un événement des compatriotes gabonais qui organisaient un tournoi de football. Alors, vous voyez, je vais couvrir un match de football avec un téléphone. Je vais faire des directs. Et là, on se retrouve sur un terrain avec beaucoup de sable qui n'est même pas synthétique. Vous comprenez que rien que par la qualité de l'image, du fait que ça soit déjà un téléphone, ça ne peut captiver aucun public. Et faire un direct 1 heure de temps, personne ne pouvait s'y accrocher. Ouais. Mais on était surpris de voir qu'il y avait autant de vues pendant le direct. Et là, dans les commentaires, quand je pouvais suivre, d'autres pouvaient dire qu'ils ne sont connectés qu'à cause du commentaire que je pouvais mettre derrière. C'est-à-dire l'image. Ouais. Ils ne s'y intéressent pas, il n'y a pas de la qualité qu'il faut. Mais à cause des commentaires que je mettais, parce que les gens aiment la distraction, un peu d'animosité, dire des choses un peu de façon naturelle, selon le contexte dans lequel on y était. Et on avait des spectateurs, ils étaient là accrochés, au point même où, quand je ne faisais pas de direct, on m'appelait pour dire « mais le match a commencé, où est le direct ?» Comme si c'était quelque chose d'assez important. Ouais. Vous voyez un peu là où se trouve l'impact de la voix ici. Un outil de travail donatien, Chris Becker vient de dresser évidemment des arguments assez intéressants dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'activité, vu ce que nos amis font grâce à leur voix, est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat aujourd'hui? Déjà, Yvan, on va y revenir tout à l'heure, il nous dira un petit peu s'il arrive à subvenir à ce besoin grâce à cette activité. Mais est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat aujourd'hui grâce à la voix? Bien sûr. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut parler d'entrepreneuriat. Si aujourd'hui, même certaines personnes ont pu progresser avec d'autres outils autres que la voix, même en faisant des vidéos muettes, c'est que la voix a son rôle. On peut parler d'entrepreneuriat et on a peut-être
peut-être sur le continent, on ne prête pas vraiment attention à ce détail-là, mais sous d'autres cieux, les gens considèrent cela. Et puis, s'ils vont jusqu'à faire des formations, c'est que c'est nécessaire. Raison pour laquelle je pense qu'il faudra vraiment qu'on revienne à cela. Parce que, je vais prendre un exemple par rapport à ce que Chris Baker disait. Ça, c'est plus l'aspect digital, lorsqu'il disait même qu'on négligeait, mais il y a un côté qui est aussi en train de disparaître sans le vouloir. Dans notre continent, c'était le conseil des sages. Oui. Très souvent, lorsqu'on a une difficulté, on allait très souvent consulter les anciens. Ouais, les orateurs. Les orateurs. Et ils ont cette manière de parler. Après, on se demande, mais comment est-ce qu'ils font? Et généralement, les conseils qu'ils donnent sont très précis par rapport à la situation. Et dans d'autres pays, on a ce qu'on appelle les compteurs. C'est aussi la voix. Donc, il faudra, les griots aussi. Il faudra vraiment tenir compte de ces détails-là. C'est important. La voix, aujourd'hui, on peut en faire de ça. On peut rentrer dans l'entrepreneuriat avec et vivre pleinement de ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Chris Buck l'a souligné aussi. Yvan, est-ce que tu vis aujourd'hui de cette activité? Est-ce que ça arrive à, on va dire, régler certaines charges lorsque tu es maître de cérémonie? Bon, c'est une question assez importante. On ne va pas dire ça arrive véritablement à subvenir, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier assez négligé, il faut le dire, surtout en Afrique. En Afrique, lorsqu'on appelle quelqu'un parler, on se dit que c'est... Bon, il va juste c'est surtout parler. qu'on est beaucoup plus dans... C'est tout à fait... C'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, on néglige beaucoup un peu cette activité-là. En général, on va prendre le frère qui arrive à aligner de très belles phrases. On va dire, écoute, viens faire le maître de cérémonie. Or, derrière, il y a plusieurs techniques. Je veux dire, n'est pas maître de cérémonie qui peut l'être, mon ami Yvan. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand un maître de cérémonie, par exemple, lorsque j'arrive dans un événement et je donne mes conditions selon ce que je sais faire, vous allez voir un peu comment le public se rétracte sur certaines conditions qui emmènent parfois à boycotter, appeler le petit du quartier pour venir parler. Or, c'est un métier en Afrique et pour revenir, on peut faire l'entrepreneuriat dedans. Aujourd'hui, je devrais être capable de faire de cela un métier rentable. Mais sauf que les gens aujourd'hui en Afrique n'ont pas encore cette culture que les autres ont déjà. Quand on regarde un peu en Occident, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui vivent de leur voix. Oui. Au Gabon, par exemple, pour ceux qui assistent dans les mariages coutumiers, on a des gens qui parlent. Ils sont là tout le temps dans les mariages, ils parlent. Ça devrait être un métier à propre. Mais aujourd'hui, c'est assez négligé, d'où il faudrait qu'on revienne véritablement à ça, former des gens et comprendre qu'on a besoin véritablement de ça. Même dans les entreprises en France, j'ai essayé de regarder des émissions, la plupart des entreprises recrutent un bon parleur. Ouais. Quelqu'un qui parle bien, qui peut faire une publicité, un rendu par exemple de l'entreprise. Il peut aller dans une chaîne, mais on envoie quelqu'un qui sait parler et qui est de l'entreprise parce que lui, il maîtrise. Donc je crois que c'est quelque chose que nous devons faire comme véritablement un métier. Et pour répondre à votre question... ce n'est pas encore, en tout cas, la vitesse de croisière n'est pas encore là. N'est pas encore, mais ça avance et je crois que dans peu de temps, je vivrai véritablement... c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, mon cher Yvan. Monsieur Régis, si oui, mon cher Chris Baker. Vous me permettez, je vais essayer de rebondir sur les propos de mon frère Yvan ici. Alors là, dire avec beaucoup de négligence que ça peut être un métier, pour moi, c'est carrément... il est un peu sceptique aussi quelque part. C'est carrément ne pas être conscient des valeurs ou encore de la potentialité dont il est. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas la société aussi qui nous impose un peu ce doute-là, ce regard-là? Oui, mais ne nous fions pas à ce que la société nous oppose. Alors, je vais vous dire pourquoi je dirais à mon ami Yvan aujourd'hui d'être dorénavant un peu plus objectif. Pourquoi? Parce que la parole ne devrait pas être un métier, mais c'est un métier aujourd'hui. C'est un métier. Vous savez, toute une vie, nous passons du temps à faire des études. On nous apprend à écrire, on nous apprend à lire, mais jamais on ne nous apprend à parler. Aujourd'hui, nous avons tous des diplômes. Mais qu'est-ce qui devrait nous distinguer? Vous avez Master 2, j'ai Master 2. Qu'est-ce qui peut nous distinguer? C'est la façon dont chacun serait à même, sinon capable, de restituer ce qu'il a dans la tête. Rassurez-vous, aujourd'hui, je connais parmi les milieux des personnes que je côtoie dans certains milieux politiques et autres,
On a des docteurs, alors là, avec des têtes bien faites, bien pleines, mais la voix, il est incapable de rendre cela. Et ces personnes ont besoin des gens comme vous aujourd'hui, ont besoin de tous ces orateurs pour pouvoir acquérir la façon, comment parler en plus. Donc pour moi, je me dis, la voix aujourd'hui devrait constituer un métier par excellence. Ça doit constituer de l'entrepreneuriat pour ceux-là qui se sont lancés dans ce domaine. Ce que mon frère Baker dit, revenons sur le thème, on parle de la voix comme outil de travail. Et là, il faut comprendre qu'il y a la voix comme étant outil, mais il y a la voix comme métier. Parce qu'il y a une nuance. Lorsqu'on parle de la voix comme outil, c'est-à-dire aujourd'hui je suis juriste, mais j'utilise ma voix afin on va dire quoi, d'améliorer mon métier, sinon de restituer ce que j'ai à présenter par exemple dans mon métier. Mais la voix comme métier, c'est un peu comme ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure aujourd'hui, je vends ma voix. Ça, c'est mon métier, de parler. Donc, sur le thème, c'est pourquoi je disais, ça peut être un métier parce que je pense, pour ma part, que dans nos pays africains aujourd'hui, sinon dans nos pays francophones, on n'a pas encore véritablement fait de la voix un métier. Un véritable outil de travail, oui. Donc, c'est aussi une manière d'interpeller, on va dire, nos autorités. Sinon, la jeunesse en elle-même... Après... Dire qu'on n'a pas encore véritablement, vous allez m'excuser, dire qu'on n'a pas encore véritablement fait de la voix un métier, je dirais quand même que ce serait un peu trop abusé. Mais est-ce que ce n'est pas le cas, Chris Baker? Non, c'est pas. Est-ce que ce n'est pas le cas? Régis, on peut certainement dire que ce n'est pas encore assez étendu, mais rassurez-vous, la voix aujourd'hui est déjà considérée comme un métier au niveau de l'Afrique. Je vais vous prendre des exemples bêtes, par exemple, au niveau de mon pays, le Gabon. Nous avons par exemple des grands comme les Régis Massima, les gens comme Kevin. Ce sont des gens, beaucoup ont même pensé qu'ils étaient des journalistes, mais ils n'ont jamais été journalistes. Ce sont des animateurs, ce sont des maîtres de cérémonie qui se sont épanouis, développés dans leur domaine et ils gagnent sérieusement de leur voix. Monsieur Chris, vous voyez un peu. On va écouter Donatien d'abord. Oui. Et à quel niveau en fait? Je comprends parfaitement Yvon lorsqu'il parle de dire que est-ce que c'est vraiment un métier en tant que tel parce qu'il y a une grosse difficulté. Lorsqu'on cite certaines personnes, dans le cas du Gabon par exemple, certains se sont d'abord fait un nom. Ils ont une certaine autorité, ce qui fait que facilement, eux, on peut les consulter. Et déjà, ils présentent des émissions, ils sont assez à l'aise sur ces émissions. Et facilement, lorsqu'il y a certaines conférences, certains grands podiums, facilement on les invite. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le contexte, l'Afrique francophone, ce n'est pas encore prisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un, admettons qu'un enfant vient voir ses parents, dit « Papa, moi je veux entreprendre dans la parole », on va dire « Mais quoi, tu es insensé ou quoi ?» Il y a la médecine qui est là, tu as laissé la médecine, ou tu ne veux pas être juriste, tu ne veux pas faire ingénieur, peut-être en génie civil, donc toi, c'est la parole qui t'intéresse. Donc là, actuellement, c'est encore vraiment évasif. Il faudra peut-être réfléchir comment déjà interpeller les jeunes et aussi les autorités, et puis les personnes qui peuvent aussi mettre en place... Exactement, parce que les structures, les annonceurs par exemple, ils ont besoin des voix. Ils ont tout le temps, ils ont besoin d'avoir une base de données des voix pour pouvoir choisir quelle voix sied à tel événement et tout le reste. Et c'est assez intéressant ce que tu dis. Je te donne la parole tout à l'heure, mon cher Yvan. C'est assez intéressant ce que tu dis, Donatien, parce que aujourd'hui, par exemple, le cas d'Yvan, il est assez simple. Yvan, il est dans une autre formation. Il n'est pas forcément, on va dire, spécialiste de la voix, mais grâce à sa voix, il arrive à créer un autre emploi, il arrive à créer des activités. En fait, c'est ce qu'on essaie de dire aux jeunes, que tu peux avoir une voix, mais ta voix peut être un métier. C'est-à-dire tu peux la vendre, comme le cas de Yvan, tu peux vendre ta voix. Et très peu, mon cher Baker, très peu de jeunes, bien très peu de gens sont conscients qu'ils ont dans leur voix un outil de travail qui peuvent gagner, qui peuvent gagner de l'argent grâce à leur voix. Oui, Yvan. Oui, pour revenir dessus, et ça a été très intéressant pour l'intervention, pour revenir dessus, c'est que dans le cas du Gabon par exemple, nous avons vu le grand Régis, qui est un grand frère dans ce domaine à nous tous, parce qu'il n'a plus rien à prouver, mais vouloir prendre sa retraite, et il dit que son problème, c'est parce que ce métier est négligé. On ne prend pas au sérieux les animateurs par exemple,
les maîtres de scène. Cérémonie, les voix off, les gens qui vendent leur voix. On ne prend pas ces personnes au sérieux. On ne les valorise pas assez comme, par exemple, des journalistes. Vous voyez? Pourtant, ils présentent des émissions, ils sont là dans des événements, mais on ne prend pas leur travail comme véritablement un métier. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'État, sinon les dirigeants n'ont pas encore mis un accent. Nous, la jeunesse aussi, on ne se donne pas véritablement là-dedans parce qu'on se dit que bon, c'est juste un truc pour un gombo, on va aller parler et puis voilà, on a 15 000, c'est bon. Mais c'est tout autre chose parce qu'il y a des gens qui se font vraiment de grosses fortunes avec leur voix. Ouais. Alors, si vous me permettez, moi je me dis que le problème aujourd'hui au niveau du fait de savoir si la voix constitue aujourd'hui un véritable métier, c'est peut-être parce qu'on essaie de limiter cela au niveau de l'audiovisuel, du digital. Oui, non, mais c'est clair que quand on parle de la chanson, la voix aussi, elle est là. Voilà. Ouais. Or, quand on essaie d'élargir le champ, mais nous avons beaucoup d'exemples dans le monde. Je veux vous prendre un simple cas où la voix serait devenue même un métier professionnel, par exemple au niveau du Sénégal. Vous allez voir pour ceux qui font par exemple les cours de droit qui sont dans certaines écoles, vous allez remarquer que dans les programmes des juristes, on a déjà inséré pour la majorité des écoles, c'est même obligatoire, les cours de développement, par exemple, personnel. Vous voyez, ces cours de développement personnel ne sont tenus par rien d'autre que des orateurs. Donc, il y a des personnes qui ne font rien d'autre que vous apprendre à parler. Et aujourd'hui... Chris Becker, en parlant d'apprendre à parler, tu vas nous apprendre à monter. En deuxième partie, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite, les amis. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, cette fois-ci, on va parler de montage. Comment réaliser une très belle vidéo en termes de montage? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par montage, mon cher Chris Becker, toi qui es dans le domaine? Merci beaucoup, Régis. Alors, le montage, c'est simplement une conception, c'est une création. Sinon, j'ai une expression que j'aime bien, c'est l'intervention ou encore l'invocation du génie créateur. D'accord. Voilà. Et comment monter une belle vidéo? Mais de quelle vidéo s'agit-il? Parce que rassurez-vous, les montages sont multiples. D'accord. On va voir un montage d'une vidéo fan, on va voir un montage d'un clip vidéo, on va voir un montage d'une émission comme on est là, on va voir un montage d'une présentation de journal TV. Ce n'est pas la même chose. Mais tout ce que nous devons déjà retenir dans ça, c'est que les bases des montages, c'est avoir à côté une caméra, parce qu'on a besoin d'une image pour un montage, et à côté, avoir les logiciels qu'il faut et les appareils qu'il faut. On va y revenir sur tous ces points aussi intéressants. Vous avez parlé de caméra, de logiciels. On va y revenir. Donatien, est-ce que toi aussi, quelque part, tu es captivé par le montage d'une vidéo, que ce soit un film? Est-ce que de l'autre côté, tu te dis, ah ouais, le montage, il est bien fait? C'est vrai qu'on a beaucoup de... même nous, on n'est pas experts du montage, mais il y a parfois des choses qu'on voit tout de suite. On se dit, ah tiens, là, il y a une petite erreur en termes de montage. Est-ce que ça t'arrive de souligner ces erreurs, toi, quand tu regardes Très, très captivé. Déjà que j'aime la BD. D'accord. J'aime les bandes dessinées, ça c'est un. Et puis tout ce qui est film, donc filmographie, science-fiction. Et lorsqu'on prend, bon, je ne veux pas comparer, je ne veux pas entrer dans les comparaisons, mais il y a certains types de films, lorsque je regarde le montage en toute honnêteté, je me remets en question. Je ne suis pas dans le montage, mais surtout lorsqu'ils veulent tendre vers de la science-fiction. Ouais. Genre faire apparaître certains êtres, ils veulent les animer, donc on voit déjà qu'il y a une grosse difficulté de montage, c'est-à-dire que c'est pas vraiment adapté. Mais alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a certaines productions, lorsqu'on voit le travail, si on vous dit que c'est pas des êtres réels, on se pose des questions, on dit mais c'est réel ou c'est pas réel? Il y a des films, on en a suivi comme Endgame, Avenger par exemple. Ouais. Ça par exemple, c'est des montages, parce que quand on se rend compte que la plupart des scènes sont faites dans des petites salles. Oui, c'est en fond vert. C'est assez exceptionnel. Ouais. Donc, après, oui, c'est comme Becker l'a souligné aussi, derrière, il y a de la 3D déjà, et on travaille sur la 3D, il y a le modelage et tout le reste. Après, les logiciels, comme Becker l'a dit, utilisés par nos amis. Mais évidemment qu'après, ça demande un gros travail en termes de montage. Yvan, tu l'as souligné en première partie d'émission, tu es également dans le montage. Ça prend combien de temps pour avoir des bonnes bases? Si aujourd'hui, il y a un jeune qui vient vers toi pour apprendre le montage, on prend combien de temps pour avoir les premières bases? Bon, ça ne prend pas beaucoup de temps.
Je pense que moi, par exemple, j'ai commencé sur YouTube. J'aime bien YouTube parce que nous sommes à l'ère du digital. Non, mais c'est surtout bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont sur la plateforme uniquement pour écouter de la musique. Voilà, on peut apprendre plein de choses. Je passe plus de temps sur YouTube à faire des recherches lorsque je veux apprendre quelque chose. D'accord. Et c'est de là où est partie la passion sur le montage. Et j'aime bien faire apparaître les choses. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Alors, pour revenir à la question, pour vraiment bien démarrer dans la vidéo, il suffit de l'implication, sinon la volonté de celui-là qui veut, la motivation, et ça démarre facilement. Souvent, c'est comme un jeu, parce que lorsqu'on prend quelque chose comme un jeu, ça va tellement vite. Et puis voilà, avoir des logiciels simples. Bon, on ne va pas les citer, mais voilà, d'accord, oui. Voilà, donc lorsqu'on a des logiciels simples, il suffit simplement de continuellement travailler sur les logiciels, continuer, et puis ça vient seul comme ça. Donc c'est un peu ça. Maintenant, sur la véritable question, tout part du génie créateur, comme il a dit. C'est vraiment ça. On peut avoir les mêmes éléments pour faire une vidéo, mais ne pas avoir le même rendu. Ouais. Donc tout part de la pensée, la vision qu'a la personne sur la chose qu'il veut représenter, parce que c'est de l'art. Le montage, c'est de l'art. D'accord. Le montage, c'est de l'art. Et ça, oui, Donatien l'a souligné, nous, le commun de mortel, hein, quand on est de l'autre côté et qu'on regarde une vidéo et qu'on apprécie, on se dit, quelque part aussi, c'est le génie créateur du monteur qu'on apprécie. Est-ce que c'est Chris Baker, la complication à ce niveau se trouve où ? Et je veux dire, quand tu montes une vidéo, par exemple pour un clip, est-ce que le côté complexe de la chose se positionne où? Est-ce que c'est l'assemblage des images? Est-ce que c'est l'étalonnage? Parce que tout ça aussi, ça fait partie du montage. C'est où? Elle se trouve où, cette complexité? Pour moi, la complexité commence au niveau de la cohésion des idées. D'accord. Parce qu'il faut une logique dans un montage. Et à côté de ça, il y a une autre grande difficulté, c'est l'assemblage des éléments. Parce que rassurez-vous, un montage, vous pouvez le faire de façon très dispersée, vraiment entrecoupée. Vous allez prendre X, Y, Z de gauche, de part et d'autre. Mais après, mettant l'assemblance, rassembler cela pour donner une chronologie assez logique. Comme il a dit, donner aux gens l'impression que ce qui est là, c'est réel. Ouais. Voilà là où se trouve la difficulté dans le montage. Par exemple, on est là, c'est très facile. Je peux prendre un logiciel où j'efface complètement le studio, ouais. Le fond de nos... Maintenant, il faut trouver un autre cadre qui va s'y accorder, et avec les autres montages, parce que ce serait quand même bizarre, vous quittez de façon brusque, vous étiez dans le ciel, ouais. Vous vous retrouvez dans la mer, donc vous ouais. Comprenez que la logique et la cohésion des idées, c'est très important, et très souvent c'est difficile, parce que je vous assure, il m'est arrivé de faire une semaine sur un élément de 3 minutes. Ouais. Et pourtant, c'est un montage de 3 minutes, mais j'ai fait une semaine. Mais est-ce que c'est le cas aussi? Parce que je l'ai souligné dans mon introduction, ta présentation, que tu es également à la tête d'une plateforme, le petit journal du web, où tu publies également un petit peu de l'actualité. Tu l'as souligné tout à l'heure, tu publies un peu de tout, mais en lien toujours avec l'actualité, l'entrepreneuriat, le social. Est-ce que tout ça, ça prend du temps pour monter une vidéo pour le petit journal du web? Alors, merci beaucoup. Je n'envisageais pas en parler, mais comme vous me faites l'honneur, je vais quand même... Non, mais la plateforme, il faut le dire, voilà, tu valorises des très belles choses, c'est l'Afrique que tu mets en avant. Donc. Je ne sais pas si vous me permettez d'aller d'abord dans la genèse. Tout à l'heure, ils ont employé des expressions telles que « jeu » et autres, parce que le petit journal du web, c'est toute une histoire. Ça va déjà du principe de l'envie d'informer, d'instruire. Mais je suis juriste, je suis politicien. Comment faire de la télé, comment faire du montage, comment faire de la réalisation. Et là, je me fais autodidacte en utilisant, je me suis dit, bon, vous voyez, moi j'ai toujours eu cette pensée, je me dis, on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins utiles. Oui. Et j'ai compris que les réseaux sociaux peuvent fonctionner comme la télévision fonctionne. De la même façon que Génération News fonctionne. Le petit journal du web peut faire des présentations des émissions, on peut présenter des journaux, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est selon la canalisation que vous allez donner. Alors, là maintenant, c'est là où votre question à l'endroit d'Yvon intervient. Là, vous lui avez demandé combien de temps
il faut pour se performer, pour maîtriser. Les bases. Ouais. Bon, à cette question, c'est comme dire à quelqu'un combien de temps il vous faut pour maîtriser un cours de droit ou bien combien de fois. Là, c'est selon les aptitudes de tout un chacun. D'accord. Et pour vous, ça allait vite ou bien en combien de temps tu as commencé toi déjà à avoir des bases et à monter ta première vidéo? Pour moi, quand même, ça allait très vite, n'étant pas du domaine. Et me retrouver quand même au petit niveau où je suis, parce que je souligne que je ne suis pas encore au très grand niveau, mais au petit niveau où je suis, c'est quand même allé très vite. Maintenant, dans le domaine, par exemple, du petit journal du web, vous êtes obligé d'être, alors là, d'une promptitude assez remarquable. Oui, parce que si tu ne publies pas, tu perds ton public derrière, surtout que c'est un public jeune, et donc tu es tout le temps obligé de... Effectivement, parce que la difficulté dans ça, c'est quand vous voulez faire dans la couverture médiatique. Vous m'avez pris pour couvrir votre événement, vous m'avez donné un cachet pour ça, mais vous avez besoin de votre reportage au moins dans les 48 heures qui suivent. Parce qu'un événement qui s'est fait aujourd'hui, demain vous avez un autre événement, s'il faut attendre une semaine pour publier à chaque fois. Donc vous êtes obligé d'être efficace dans les 24 heures qui suivent. En parlant d'efficacité, Donatien, il y a un point qui a été souligné par beaucoup de jeunes, en tout cas quand j'ai parlé de cette thématique. Les points qui ressortent, c'est qu'en fait, il y a des jeunes qui veulent se lancer, qui hésitent un petit peu parce que, Yvan et notre ami Chris Baker, ce sont des autodidactes. Donc, évidemment, ces jeunes peuvent aussi aller dans ce sens-là. Mais beaucoup réclament, entre guillemets, des écoles, des centres de formation dans le montage. Il y en a. Mais les coûts sont parfois un petit peu élevés. Est-ce qu'il faut peut-être aller dans les centres de formation, peut-être à moindre coût, mais beaucoup plus? Est-ce qu'il ne faut pas installer une sorte de flopée de ces centres-là pour permettre à ces jeunes d'y aller, se faire former au montage? Mais moi, je pense que lorsque l'accès est assez difficile, il faudra voir comment contextualiser les choses. C'est simple, c'est-à-dire qu'actuellement, on sait que c'est pas tous les parents qui ont assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans les écoles. Surtout ceux-là qui veulent se retrouver derrière à faire du montage, de la réalisation et tout le reste. C'est pas tous les parents qui ont les moyens pour envoyer leurs enfants. Donc ce qu'il faut faire, je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centres de formation qui se mettent en place. Un peu partout dans les mairies, on forme même en infographie. C'est gratuit, il suffit d'avoir un ordinateur. On forme en tout ce qui est lié à l'électronique. Donc on forme, ce qu'il faudra faire, c'est peut-être multiplier ces structures et à la fois à la capitale et à l'intérieur du pays, pour permettre à ces jeunes-là de rêver en fait, parce que le but c'est de rêver. Et puis aussi, ce qu'il faut dire aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'excuse. Oui. Il n'y a pas d'excuse, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec un téléphone qui n'a pas une très forte capacité. Surtout qu'aujourd'hui, il y a déjà plein de logiciels de montage vidéo sur les téléphones. Ouais. Donc à chaque fois qu'un jeune vient me voir, il vient me consulter, oh regarde, j'aimerais faire telle chose, je lui dis, est-ce que tu es passionné? Si tu n'es pas passionné, mieux tu laisses, va faire autre chose. Simplement. Parce que si ils y mettent de la passion, forcément la passion amène le travail, amène la détermination et toutes ces choses-là. Avec le temps, les portes s'ouvriront. Vous allez croiser des gens qui vont vous aider à aller étape par étape jusqu'à ce que vous soyez accompli. Mais dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens d'y arriver, ce sont des excuses. Yvan, quelle analyse et appréciation fais-tu un petit peu de l'évolution du montage en Afrique de manière générale et peut-être en particulier dans un pays que tu maîtrises très bien? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le montage d'avant a changé? Évidemment que ça a peut-être un petit peu changé parce qu'on évolue aussi. Les logiciels sont là, ça arrive, donc il y a du matériel maintenant. Aujourd'hui, on parle de stabilisateur quand tu as une caméra ou un trépied, tout le reste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette évolution-là dans la qualité de montage? Est-ce que tu sens justement ce génie créateur s'installer dans les productions qui sont réalisées et faites sur le continent? Il faut le dire, l'Afrique évolue et je pense qu'à cette ère, les Africains essaient maintenant de véritablement s'adonner à tout ce qui est médias et autres. C'est remarquable aujourd'hui l'avancée que prend maintenant ce secteur de multimédia, notamment le montage, parce qu'il y a par exemple des jeunes au Nigeria, si je ne me trompe pas, qui ont fait le buzz sur Facebook. Qui arrivent à faire des montages avec des fonds verts. On voit que vraiment les Africains commencent à être créatifs. Être créatifs, voilà, vraiment créatifs. Et je pense qu'à ce niveau, je pense que dans 5-10 ans, les Africains seront vraiment loin. Et j'ai aimé vraiment l'intervention qui est importante. Je vais juste ajouter quelque chose en disant que aujourd'hui, même quand tu ne peux pas aller dans une école, il faut oser. Tout à fait. Oser pourquoi? Je prends mon exemple. J'ai commencé à faire les montages avec mon téléphone.
Et j'ai vu une offre de stage. Je vois une offre de stage en tant qu'infographe, vidéographe. Je fais ça avec mon téléphone. J'ai envoyé mon CV. 2 jours après, ils m'ont appelé. Je suis allé. La dame me dit, bon, montre-moi tes réalisations. Je montre. Bon, elle ne sait pas que c'est avec le téléphone que je fais. Elle me dit, ok, ça me plaît, tu commences demain. Dans une grande école de la place et tout. Je dis, ok, je suis arrivé. Elle me dit, il y a un vidéographe déjà qui est là, vous allez travailler ensemble. Je n'avais jamais touché de logiciel sur ordinateur, de caméra et tout. Je suis arrivé, ils m'ont donné une caméra, une salle, des ordinateurs. Je ne savais pas comment commencer. Je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé des logiciels, j'ai fait des cours, j'ai appris à filmer, j'ai appris à faire des photos, comment couper des vidéos sur ordinateur, ainsi de suite. Et là, parce que j'ai osé, ça m'a ouvert des portes encore de connaissances dans véritablement ce qui était plus que ce que j'avais. Parce que là, je ne faisais plus les montages avec le téléphone, mais maintenant, j'étais sur ordinateur. Ouais. Et ainsi de suite, je suis monté jusqu'à ce que je suis arrivé aujourd'hui à ce que je fais. Donc, déjà, il faut oser. Parce que quand tu penses que tu peux aller dans un stage où tu trouves quelqu'un de plus avancé qui te donne beaucoup plus que ça. Ça devient un défi, même pour toi, voilà, un challenge. Donc, il y a ça. Vraiment, quand on ne peut pas se former dans une école, il faut oser travailler. Demander surtout, il y a des gens avancés qu'on peut connaître, ne pas toujours penser que demander à quelqu'un c'est se rabaisser. Si aujourd'hui je connais Chris Baker, je vois ce qu'il fait, c'est bon, je peux venir dire mais comment tu fais ça? Il peut ne pas tout me donner, mais le peu qu'il peut me donner, c'est important pour moi. Ouais. Donc c'est un peu pour répondre aussi, ajouter à ce qu'il avait déjà dit. Chris Baker, le montage vidéo. Comment réaliser un bon montage vidéo? C'est la thématique d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étalonnage. Ça fait partie également du montage de vidéo. Déjà, tu vas nous expliquer le concept de l'étalonnage. Est-ce que étalonner une vidéo ou bien trop l'étalonner, c'est gaspiller son montage? Le juste niveau en termes d'étalonnage se trouve où? Alors, merci pour la question, mais avant, j'avais bien voulu revenir sur un élément très important. Vas-y, mon cher. C'était lorsque vous avez souligné le fait qu'il y a aujourd'hui quelques écoles, mais les coûts ne sont pas accessibles à tous. Alors, oui. À ce niveau, il y a 2 explications que je voudrais quand même vous donner. D'accord. C'est du fait déjà de la loi de l'économie qui s'applique. On dit quand la demande est forte, mais le prix également, il s'élève. Et aujourd'hui, prenons par exemple le cas du Sénégal. Vous avez plus de 16 millions d'habitants. Vous faites 2-3 écoles. Mais c'est normal que l'afflux sera considérable. Donc systématiquement, ces écoles ne peuvent que chercher à se faire du chiffre. Et la deuxième raison également de l'expansion de ces prix se trouve au niveau de la conservation du métier. La majorité des connaisseurs, surtout que ces métiers, ce sont des métiers qu'on a voulu faire des métiers rares. Ils ne partagent pas. Donc, ils sont dans la conservation et ils ont cette peur d'être nombreux de façon à voir peut-être leur capital ou leur bénéfice être revu à la baisse. C'est là où ça devient un peu compliqué, surtout si on a une jeunesse qui doit entreprendre et que si les anciens ne veulent pas partager, je pense qu'Yvan a souligné un petit peu ce point, ça devient un peu compliqué. Oui. C'est à cause de ça qu'on doit revoir, mettons, au niveau des mentalités de nous les Africains, des anciens, c'est à cause de ça qu'on se voit toujours être en retard par rapport à l'Europe, parce qu'en Europe, on s'est partagé. Bref, alors revenons au niveau du montage par rapport à l'étalonnage. Vous savez, l'étalonnage, tout l'étalonnage, ça peut également gâter une vidéo. Déjà, c'est quoi l'étalonnage pour ceux-là qui ne connaissent pas le principe? Bien, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous voyez, nous autres, on a commencé déjà le domaine sans pour autant même maîtriser les expressions techniques. C'est pourquoi moi, je veux venir avec les mots qu'on a eu à apprendre avec, et peut-être, comme on dit au quartier, le français facile. D'accord. Donc, l'étalonnage, nous, on a toujours considéré ça comme étant les éléments qu'on cumule pour pouvoir réaliser son produit rassemblé. En tout cas, les éléments d'assemblage. D'accord. Donc, et moi, je crois qu'à l'intérieur, on va mettre tout ce qu'il y a comme éléments, les transitions qu'on met, la couleur, les couleurs qu'on choisit, les floutages, en tout cas tout ce qu'on fait pour animer la vidéo. Et s'il y a trop de bourrage, à un moment donné, à force de vouloir perfectionner son élément, son produit,
on finit parfois par le gâter. Donc, comment avoir le juste milieu dans l'étalonnage pour ne pas en faire trop? Parce que trop d'étalonnage, on est d'accord, ça tue le génie créateur, ça tue le côté, on va dire, magnifique de la vidéo. Mais comment avoir ce juste milieu, ce juste dosage d'étalonnage? Mais tout au début, vous venez d'employer l'expression qu'il faut, le génie créateur. Ça intervient encore à nouveau. Vous savez, j'avais eu un débat avec les frères qui disaient que les appareils ou sinon encore les robots vont remplacer l'homme. J'ai dit c'est faux. Parce que c'est là où l'homme intervient maintenant, c'est là où le génie créateur de l'homme va intervenir. Parce que vous avez les outils, les logiciels et tout qui vont vous proposer tout ce qu'il faut pour faire votre étalonnage. Mais maintenant, le juste milieu, mais c'est la vision, la perception personnelle aussi, elle intervient énormément. Parce que moi, en tant qu'humain, je dois déjà être en même de juger que bon, là, cette couleur est trop élevée, ou bien donc moi je me dis... D'accord, donc en fait toi le concept de dire non au machinisme, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que le génie créateur que la machine ne pourra pas avoir en termes de dosage, mais parce que dans d'autres, la preuve on est là, il y a des caméras robots, il n'y a pas des caméramans dans la salle, mais je comprends où tu veux en venir mon cher Chris Becker. Oui, monsieur Régis, c'est là même encore je peux rebondir sur ce que vous dites. Mais on est preneur. On voit des caméras, il n'y a pas de caméramans, mais derrière, il y en aura toujours cette personne pour ajuster ces caméras qui sont là. Donc, c'est dans ce sens que moi, je parle plus au niveau de l'ajustement. Le dosage dont vous cherchez, l'homme, le génie créateur de l'homme, c'est déjà primordial. Et après, aussi, par exemple, au niveau sonore, vous voyez, l'ajustement, il y a le logiciel lui-même, déjà, il va t'indiquer par... les variations, le degré à ne pas... Le degré à ne pas atteindre. Et aussi dans les logiciels que nous utilisions, il y a eu déjà aussi cette intelligence de l'homme qui a préféré nous mettre à notre disposition ce qu'on appelle l'étalonnage ou les montages, l'ajustement automatique. Il y a aussi des options qui sont là qui nous aident à ça. Donc, quand tu sais que tu n'es pas capable de doser de par toi-même, tu es obligé de travailler parfois avec ce qui est standard. D'accord. Donatien, est-ce que ça te tente, le montage vidéo? Ça m'a toujours tenté dans la mesure où moi je suis aussi un artiste. D'accord. Donc tôt ou tard, déjà la photographie me plaît. Et tôt ou tard, certainement, je vais rentrer dans le montage vidéo. Mais je voudrais ajouter par rapport à ce que Chris Becker dit en fait, lorsqu'on parle d'ajustement, de l'étalonnage, du montage, je crois qu'il y a aussi la signature de l'artiste. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître que là, c'est tel qui a fait tel montage, là, c'est tel qui a fait tel montage. Donc, c'est en fonction aussi de la sensibilité, la perception, la vision aussi de l'artiste. Donc, c'est lié à ça. Mais franchement, j'aime tout ce qui est lié au montage vidéo, à la photographie. J'aime, certainement dans un avenir proche, je vais m'y mettre. D'accord. Si vous me permettez, ils vont juste compléter. Au niveau de la signature dont il fait état, bon, la majorité des producteurs, des concepteurs comme nous autres, on signe très souvent, c'est plus dans le sens de protection des œuvres. C'est plus pour protéger. Mais quand il parle de signature aussi, c'est beaucoup plus dans la qualité de l'image. Moi, si je vois une vidéo, tout de suite, je vais savoir, ah tiens, ça c'est Chris Becker qui l'a monté parce qu'il y a sa touche. Ouais. Oui, c'est complètement, c'est pourquoi on parle plus de protection de son œuvre. Pourquoi? Parce qu'une fois c'est protégé, ça envoie la référence. Et la référence, maintenant, ça va dire c'est Chris Becker qui a fait tout ça. C'est grâce à cette signature. Donc, on dit pratiquement la même chose. D'accord. En fait, pour revenir, il y a une signature particulière dans la manière dont la vidéo... elle est faite, elle est réalisée, elle est montée. Ouais. Il y a une signature particulière. Au-delà de ça, par exemple, je fais cartographie. Et dans les logiciels qu'on utilise, lorsqu'on place une carte, par exemple, que j'ai faite, facilement, les gens qui sont autour de moi peuvent identifier la personne qui l'a réalisé. Parce qu'il y a des éléments que j'utilise constamment qui sont un peu comme ma signature. C'est un peu ça. Donc. Et pour dire aussi, pour revenir, c'est pas Chris Becker l'a dit, le montage dépend véritablement de la pensée de celui qui la conçoit. Qui le conçoit, je veux dire. Donc, le montage, c'est quoi? C'est d'abord l'émotion qu'on veut transmettre. Il faut une vision particulière. C'est pourquoi l'étape la plus difficile, je vais prendre pour mon cas, c'est penser la vidéo avant de l'avoir réalisée. C'est-à-dire, quand tu vois la vidéo, tu as des éléments... C'est plus facile pour toi de monter comme ça? C'est plus facile quand j'ai déjà une pensée directe sur la vidéo. Comment je la veux?
je peux facilement découper, faire un montage en peu de temps. C'est ce qu'on appelle le pré-montage. Voilà. D'accord. Mais lorsque tu n'as pas une pensée, une vision avant le montage, il est difficile de réaliser la vidéo. C'est pourquoi quand je prends une vidéo, il y a 2 éléments essentiels. La prise qui est importante, il faut bien prendre ta vidéo, choisir les bons éléments. Après avoir pris, il faut penser la vidéo avant de monter. Donc quand tu penses la vidéo, automatiquement tu sais quoi faire. Et les transitions, voilà, dans l'étalonnage, il y a des choses qu'il ne faut pas vraiment bourrer. Il y en a qui mettent des transitions. Mais il y en a qui en abusent un petit peu. Il y en a qui en abusent, oui, parce que ça tourne, c'est beau, on le met. Mais non, parce qu'il y a des transitions qui peuvent, on va dire quoi, qui peuvent enlever véritablement le message que tu veux passer à quelqu'un. Ça embrouille la personne qui regarde ta vidéo. Donc vraiment, il faut rester, je dis souvent aux gens, il faut rester simple, vraiment simple. S'il faut mettre quelque chose, même soyons simples dans ce qu'on fait pour facilement transmettre le message. Ce n'est pas tout le monde qui est connaisseur. C'est pourquoi quand tu compliques, ça peut tomber aux mains de quelqu'un qui ne connaît pas, il verra ça de bizarre. Est-ce que Chris Becker, toi, ça t'arrive un peu? C'est la question que j'ai posée à notre ami Donatien. Bon, ça, c'est Donatien, c'est le commun mortel qui n'a pas de base. Toi, tu as des bases dans le montage. Est-ce que ça t'arrive d'apporter des corrections, par exemple, en direct, quand tu regardes un clip, tu dis, ah tiens, j'aurais dû conseiller, moi, je l'aurais fait autrement, je l'aurais fait comme ça. Est-ce que ça t'arrive parfois, toi, de l'extérieur, avec l'œil du spécialiste? Tout à fait. Il nous arrive d'avoir toujours cet esprit critique. Même sur tes œuvres. Hein, même sur mes propres œuvres, parce qu'il y a les œuvres parfois que j'arrive à produire parce que j'ai un délai. J'ai un timing que je dois respecter. Ouais. Donc vous êtes obligé d'accélérer. Mais après, quand c'est diffusé, tu te rends compte que cette partie, j'aurais pu mettre ça d'abord. Et après, donc on est d'accord que quand on veut faire un montage, on doit vraiment prendre du temps. On doit se déconnecter de tout, faire un focus sur ce qu'on doit faire, mais se reposer aussi, parce qu'à partir du moment où le cerveau tourne H24, ou bien les idées partent quelque part aussi. Monsieur Régis, laissez-moi vous dire ici, moi j'ai toujours pris le monde de l'audiovisuel comme étant un monde spirituel. D'accord. Parce qu'on a besoin vraiment de transcender, de se surpasser. On va chercher, c'est de l'imagination que vous partez puiser ailleurs, que vous ramenez maintenant dans le matériel, de façon à émerveiller, à épater les gens. Et c'est pourquoi je disais que la difficulté dans ces choses, en fait, c'est aussi en fonction des éléments du domaine dans lequel vous voulez voler. Par exemple, le plateau où nous sommes là, ça c'est encore plus facile parce que la difficulté c'est au niveau de la mise en place du plateau. C'est déjà là. Et très souvent, ça facilite déjà le réalisateur parce que ça accompagnait déjà de voix. Ouais. Mais allons-y par exemple dans des montages comme ceux des clips vidéo, c'est plus complexe. Comme ceux des spots publicitaires ou même des films, où parfois tu as besoin, pour revenir à la première partie de notre émission, vous avez besoin de l'intervention de la voix off. Ça veut dire que vous prenez les images ailleurs, vous prenez une voix ailleurs, il faut les assembler. Oui, et quelque part, la vous les concordance. Monteurs, oui, voilà, vous êtes, on va dire, conditionné par la voix off. Ce que la voix dit, vous devez l'assembler en fonction de ce que la voix dit. Les amis, hein, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. On remercie notre ami Yvan. Yvan, vous êtes dans le domaine vous êtes maître de cérémonie, vous êtes dans le domaine de la voix, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir répondu à Génération News. On remercie également notre ami Donatien, juriste. Merci à nouveau d'avoir participé à Génération News. 7e participation déjà. Eh bien, ça fait beaucoup, hein, mon ami Donatien. En tout cas, tu es toujours le bienvenu, évidemment, sur ce plateau. Chris Becker, monteur, réalisateur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1, en l'occurrence, Génération News. C'est moi qui vous remercie, Régis. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, comme j'ai tendance à le dire, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.